kuna gala minowe par ya bon ko ikema bula gabihe binala ragampo ya benoe. Seya Batouri, chef du département de l'Acadérie, région de l'Est, qui Emmanuel Bondé voit le jour le 14 janvier 1947. Deuxième de la fratrie de 6 enfants du couple Léon Bol, Elisabeth Sakatia du village Mban, le jeune Bondé de la tribu Barantou par Mongombia passe ses études primaires respectivement à Betaroya et Bertois. Ce sera de 1952 à 1958. Ses études secondaires le conduisent d'abord au petit séminaire du Liberman par Doumé, puis au séminaire Notre-Dame de Ngaoundéré et pour terminer au séminaire Sainte-Thérèse d'Omvolier. Une fois son baccalauréat en poche, Emmanuel Bondé entre tout de suite dans la vie active comme professeur d'appoint au collège Barry de Batouri. Il prend goût à l'enseignement et fait ses classes à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il est admis en 1971 et en ressort 5 ans plus tard, nanti dans certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement secondaire en l'abrégé CAPES, série lettres modernes françaises. À sa sortie d'école, il est envoyé au lycée de Marois dans l'extrême nord comme enseignant. La même année, à savoir en 1976, commence alors pour lui une carrière remarquable. Il est nommé attaché au cabinet du président du Conseil économique et social. En 1982, il passe chargé de mission au secrétaire général de la présidence de la République où il va se distinguer par son efficacité au travail et sa probité morale. Ce sera un atout important pour la suite de sa carrière. With the minister from 2011 to 2015, we had a very special relationship which went beyond work. And I think the minister treated me more like a son and confided in me some of the most sensitive documents in the ministry. He worked very much on my expertise and coming to appointments, special files like the current impulse synthetic, where the foundations of building Cameroon gold reserves were initiated by him and confided totally to me. So it's somebody in whom I saw humility, patience, and very great love for his country. I think it's one of the most unique relationships between a minister and his Secretary of State. And I think virtually those characteristics and qualities are helping me today in assuming and executing my own functions. And I think even our visits to the East, everywhere we went, he confided in me so much about the function of this ministry, to which I remain very grateful. Ce qui m'a marqué, c'est sa probité. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'intérêt général et qui recherchait toujours l'intérêt de l'État. Et qui veillait à ce que nous qui étions ses collaborateurs, nous ne glissons pas dans des comportements qui n'honorent pas l'État. C'était un grand commis d'État aux qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Au plan professionnel, c'était un patron organisé, discipliné, rigoureux sur les principes. Au cabinet, aucun parapheur ne dormait sur son bureau parce qu'il prenait soin de valoriser tous ses collaborateurs, du chef de service jusqu'au secrétaire général. Chacun avait un rôle à jouer. M. Bondé était un grand homme, multidimensionnel. D'ailleurs, vous connaissez son parcours administratif. Je me retrouve avec lui à la Commission nationale des bourses. Il représentait alors la présidence de la République et moi, je représentais le ministère du Travail. J'étais chef de service des bourses au ministère du Travail à l'époque. Et donc ce grand frère m'a encadré là-bas.
7 ans plus tard, il est promu secrétaire général du ministère de la Santé et quelques temps après, il est muté à ce même poste au ministère de la Recherche scientifique et technique. Il entre au gouvernement en 1997 en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics. Par la suite, il sera porté successivement à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et à celui des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Emmanuel Bondé était l'un de mes illustres prédécesseurs dans ce bureau, ici au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Il a été à la tête de ce département ministériel de 2006 à 2011. D'ailleurs, si vous faites un tour au hall tout à l'heure, vous verrez, il y a les portraits de l'ensemble des personnalités qui ont dirigé ce ministère depuis 1959. Vous verrez son portrait en très bonne place. Je peux également vous montrer un peu comment était disposé son bureau ici, parce que Emmanuel était ouvert. Son bureau n'avait de secret, en tout cas pas pour moi. J'imagine que pour les autres, c'était un peu le cas. Et depuis que je suis ici, au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, je n'ai eu que des témoignages positifs. Un parcours remarquable où il fera prévaloir des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles, comme le reconnaissent tous ceux qui l'ont côtoyé. Emmanuel Bondé fut mon ministre au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pendant 3 ans. Je me souviens du code minier qu'il a initié et qui était à 80% de son parcours au moment où il a quitté le ministère. Je pense à la recherche géologique aéroportée qu'on a effectuée avec la banque, mon concours de la Banque mondiale. Je pense aux réformes qui ont été initiées dans le cadre de la canalisation de l'or et puis de la mise en place du processus de Kimberley pour la canalisation des diamants. En ce qui concerne le secteur de l'industrie, je peux évoquer 2 grands dossiers que nous avons travaillé avec lui. Il y a d'abord le plan directeur d'industrialisation du pays. Il y a ensuite la refondation de la Société nationale d'investissement, la SNI. Et au niveau du développement technologique, nous avons initié un certain nombre de projets, au premier rang desquels le technopôle agro-industriel de Ouassa-Babouté. Lorsqu'il passe de ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative, à ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, où j'étais déjà chef de service des marchés à l'époque. Alors, le ministre est arrivé et quelques années après son arrivée dans le ministère, il m'a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui m'a donné le premier poste de directeur de ma carrière. Parce qu'en 2015, il me fait passer de chef de service des marchés à directeur des affaires générales au sein de ce département ministériel, remplaçant à ce poste un natif de l'Est. Je précise que je ne suis pas de l'Est. J'ai vu en lui un Camerounais de l'intégration. Ses collaborateurs gardent de lui l'image d'un bon pédagogue et d'un haut commis de l'État, très rigoureux dans son travail. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé au quotidien en tant que patron pendant près de 5 ans. Et je peux dire que j'en ai beaucoup bénéficié parce que j'ai eu la possibilité d'apprendre d'un grand homme d'État, avec tout ce qu'il y a comme probité, comme détermination
dans la recherche des résultats comme diligence dans la gestion des dossiers. J'ai appris de lui la nécessité de s'assurer qu'on maîtrise son poste de travail, qu'on ne doit pas compter sur des faveurs et qu'on doit s'assurer que partout où on va nous appeler, on peut, grâce à son professionnalisme, répondre présent. Pour moi, ça a été une école. Une école du point de vue de leadership. Un leadership, je dirais, transformationnel. Parce que quand vous étiez avec lui, il vous prenait au bas niveau et il vous élevait. Parce qu'il était quelqu'un qui avait une idée très élevée de l'expertise. Sa carrière politique est marquée par un militantisme engagé au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il fera preuve de rassembleur et sera très soucieux du développement de sa région natale. Membre titulaire du comité central, il sera coopté au bureau politique du RDPC en 2011 en qualité de membre. Lorsqu'il était justement ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il est devenu membre du bureau politique du RDPC et il assurait la coordination des activités au niveau des problèmes de développement et autres. Très souvent, c'est d'ailleurs dans ce bureau que nous nous réunissions lorsqu'il nous appelait. J'étais directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Et c'était toujours des rencontres cordiales. C'était des rencontres fraternelles. Emmanuel est devenu membre du bureau politique du RDPC. C'est son entrée au Conseil constitutionnel qui a fait qu'il laisse cette autre casquette. Car comme vous le savez, c'est deux choses incompatibles. J'ai vu un homme engagé, vraiment dans le parti, et il nous a d'ailleurs beaucoup formés. Je me souviens, c'était au municipal, dans les années 98. Nous sommes allés à Molundu. Vous savez, Molundu, c'est très loin d'ici. Mais Bondé n'avait pas un problème de distance. Ce qui était important pour lui, c'était de servir le parti avec engouement, avec abnégation, de servir le pays. Or, cet homme a beaucoup travaillé pour Mbang. Un beau patriage. Je ne peux pas compter tout le bien qu'il nous a fait. Je ne peux pas réussir à tout énumérer. M. Bondé a beaucoup travaillé. À partir du moment que le multipartisme a commencé, s'il n'y avait pas son assistance en banque, l'opposition devrait nous dérouter. Grâce à lui, grâce à ses conseils, il a toujours été à côté de nous. Et Mbang a émergé à partir de ce moment jusqu'à nos jours. C'était un homme engagé. Engagé derrière les idéaux, la politique du président Paul Biya. C'était un homme engagé aussi pour le développement de son département, la KDI, développement de sa région l'Est et pour le développement de notre pays. Ça se comprend facilement dans la mesure où, par toutes les fonctions, tous les postes qu'il a occupés, il a été formaté pour avoir l'intérêt supérieur de la nation. Avant sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel, il était membre du bureau politique. Et à ce titre, il a eu à diriger beaucoup de missions de notre parti, tant au niveau du département qu'au niveau de la région et même au niveau de la nation. Avec son titre de membre titulaire d'abord du comité central et des membres du bureau politique, il a su encadrer les militants et conduire le RDPC à toutes les victoires du RDPC dans le département de la KDI et dans la région de l'Est. En fait, pour moi, on était une icône de la politique de la région de l'Est.
Sa carrière politique s'achève dès son entrée au Conseil constitutionnel selon les dispositions réglementaires. Il entre au Conseil constitutionnel en février 2018. Après un premier mandat de 6 ans, il est reconduit au sein de la haute juridiction à la faveur d'un décret présidentiel signé en janvier 2024. Malheureusement, Emmanuel Bondé n'ira pas au bout de son deuxième mandat. Une vie professionnelle et une vie politique accomplie, mais également une vie privée exemplaire aux côtés de Marthe, celle qui sera son soutien permanent pendant leurs 46 années de vie commune. Certains témoins de cette idylle s'en souviennent encore aujourd'hui. Monsieur Bondé était mon beau-fils. Je l'appelais beau-fils parce que son épouse, je l'ai eu élève au collège Chérinstra en 1970. J'ai vu une jolie fille avec de beaux cheveux noirs, un teint lumineux. Je l'ai pris en aparté dès le premier jour. Je lui ai dit, ma fille, ne change jamais ton teint. Garde ton teint. Tu as un très beau teint. Plus tard, nous nous retrouverons au cercle des amis du Cameroun. Elle m'a reconnue. Elle est venue vers moi. Elle m'a demandé, maman, est-ce que tu me reconnais? Je l'ai regardé longuement. Je lui ai dit, ton visage me rappelle de bons souvenirs lointains. Alors j'ai dit à ma fille, mais est-ce que tu t'es mariée? Elle me dit, mais oui, je suis mariée. Mon mari, c'est M. Bondé. Je vous le présenterai. Et elle me présentera son mari, qui m'adoptera. Elle me dira, Madame Chouès, tu es ma belle-mère. Tu m'as rendu de très grands services. J'aime le teint de ma femme. J'aime ses habitudes. C'est une femme soumise. C'est une bonne épouse. Elle est gentille. Elle est humaine. Elle me dit et elle me parle très souvent de vous. Je trouve que la relation est admirable, comme on en voit de moins en moins. Je veux dire, j'ai eu la bénédiction de les voir tous les deux à l'hôpital, même ces derniers moments, et ils se parlaient encore, ils se tenaient la main. Donc, et surtout, d'après ce que j'ai compris, ça vient d'une affection. Déjà, ils se sont connus tout jeunes. Maman m'a dit qu'elle était en 4e. Ils se sont rencontrés juste comme amis de cette manière-là. C'était donc ça part déjà d'une amitié qui s'est développée en appréciation, ensuite en amour. Donc, ils se sont connus quand il n'y avait pas nécessairement grand-chose, et ensemble, ils ont construit ce que leur mariage est devenu. J'avais toujours le sentiment que tous les deux, un jour, ils pouvaient juste aller main dans la main, rentrer au village et nous laisser ici à Yaoundé. Et ils seraient aussi tout contents. C'était l'amour simple, l'amour honnête. De cette union naîtront 6 magnifiques enfants. C'était un bon époux et un admirable père de famille. Emmanuel Bondé, toujours prêt à chaperonner sa progéniture. Comme tous les parents d'époque, c'était quelqu'un qui témoignait, qui gardait ses sentiments, mais qui les témoignait de manière très subtile. Il fallait être attentif pour voir qu'en fait, derrière la rigueur, la colère, en fait, c'est la colère ou la rigueur, c'était le stress, la peur de voir un enfant blessé, la peur de voir un enfant échouer. Donc, il était plus papa poule d'une certaine manière, on va dire papa pour l'ancienne génération, que un père distant. Il nous réveillait le matin et c'était toujours avec les écoliers laborient. Donc ça, il chantait le matin. On avait les blagues aussi, là, comme tous les parents. On disait que notre père avait la main barbe à papa parce que quand on devait aller quelque part, il fallait manger avant pour pouvoir bien se tenir. Et si tu arrivais chez la personne et tu demandais le coca 2 fois alors qu'on t'a donné un verre
le regard disait déjà que tu vas voir. Et dans la voiture, quelle que soit ta position, il avait la main qui pouvait te taper, quel que soit l'endroit où tu te trouvais, tout en conduisant, tu ne pouvais pas te rater. Il disait toujours, j'ai été ministre par accident, donc il ne faut pas s'attacher à ça, il faut tout faire pour que vous méritiez vos affaires. Et ça nous a aidés parce que du coup, comme aucun d'entre nous ne portait vraiment le nom de notre père, on a chacun un nom pour la pérennité de la famille. Ça nous permettait de vraiment nous développer, de montrer qui nous sommes. Et du coup, aujourd'hui, on a cette espèce de fierté là, et de reconnaissance parce qu'on sait qu'on est devenus des hommes et des femmes aujourd'hui grâce à lui. L'héritage que je garde de mon père, c'est de continuer de garder cette ambition, continuer la culture du mérite et le travail dur parce que rien n'est gratuit. On l'a vu lui-même dans sa vie, comment il s'est battu pour tout ce qu'il a eu. Et surtout l'honnêteté et l'intégrité et mettre Dieu devant. Daddy was, before being the countryman, before being the public worker, the public servant, he was the father. He was the one that unified all of us, the one that kept us all together. He was the one that initiated in us that will, that desire to continue, even when he wasn't able to. He was always guiding us, advising us, making sure that we stay focused on the right directory and the right trajectory. So that's going to be a void that I don't think we're going to be able to fill anytime soon. Daddy was always committed to making sure his children follow the path of hard work. The path of success will only come through work, through perseverance. And he made sure that that remained our #1 focus, that remained our priority, that our lives was always guided by those principles. And we will try our best to take it forward and to make sure that he is honored by that, by our action, given those principles by which we were raised. Je crois beaucoup en l'impact positif de modèle et de mentor dans le développement d'un individu. Eh bien, dans mon cas, c'était facile et simple parce que mon père était également mon modèle et mon mentor. C'est quelqu'un qui a été à tous les moments de ma vie de façon ininterrompue et encore plus à des moments qu'il savait critiques de ma vie parce qu'il avait également une très grande empathie. C'est une personne très intègre et dotée aussi d'une grande bienveillance qui avait vraiment l'amour de l'humain et qui ne faisait pas beaucoup de différence entre les gens. Au moment où nous découvrons la vie sans père, nous ne manquerons pas de souligner les valeurs qu'il nous a transmises, notamment par exemple le sérieux et l'abnégation, puisqu'il avait toujours, il nous rappelait toujours de recommencer, même en cas d'échec, de ne pas se fatiguer. Il avait une phrase qui nous disait toujours, qui est duc in altum en latin, qui signifie « va chercher plus loin ». Si ça ne marche pas ici, va te battre plus loin et tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu vises la lune pour que tu obtiennes au moins les étoiles. Donc même pour mes études, il m'a dit fais ce que tu veux, fais ce qui t'intéresse et si le Seigneur donne les moyens, on va t'accompagner. Quand j'ai appris le décès de papa, c'était dur, c'était vraiment difficile parce que c'est un moment que j'ai toujours redouté. Mais bizarrement, par la grâce de Dieu, ça ne m'a pas choquée. Ça faisait mal, mais je m'y attendais un peu parce que c'était une longue maladie. Et grâce à Dieu, on l'a accompagné à l'hôpital. On était là chaque jour à ses côtés et on a eu le temps de se dire au revoir. Donc, c'est plus la séparation maintenant, apprendre à vivre sans sa présence, sans pouvoir le toucher ou aller lui parler qui est difficile. Mais j'ai plus l'impression que c'est
C'est une étape normale de la vie et je sais que là où il est heureux, il est en paix et il est avec toutes les personnes qui l'ont précédé, qui lui manquaient énormément. Emmanuel Bondé s'est fait également remarquer par une vie associative pleine. Il sera l'un des fondateurs du mouvement culturel sous-régional Kolelo. Il en était un grand dignitaire, très porté sur le rassemblement des fils de sa communauté disséminée en Afrique centrale. Le fait que chacun d'entre nous ait un nom avait un côté traditionnel, effectivement, parce que Momjol, c'était, moi je commence par moi, Mosoko, c'était le nom de son grand frère. Après il y a Medoum, le nom de son petit frère, puis il y a Sakatia qui est le nom de sa mère, Angama qui est le nom de sa belle-mère. C'était vraiment le côté traditionnel et l'envie de développer, de garder et pérenniser les noms de la famille pour qu'il y ait une suite. Le côté traditionnel aussi parce que quelque part quand on était petit, on ne faisait pas les vacances en Europe. Si on peut dire l'Europe, notre Europe pour nous c'était Batouri. Donc chaque année on était sûr d'être à Batouri. Et à l'époque encore, avant qu'il ne soit ministre, on allait à Batouri dans la R18. Et la R18 était comme l'avion. Elle était chargée du sac de riz, de la bouteille d'huile et nos vêtements. La voiture touchait presque le sol. Et on était à l'arrière à 5, assis en biais comme ça pour pouvoir tout centrer. Il mettait de l'importance à ce que nous allions au village pour passer du temps entre nous et découvrir vraiment le village. Donc il y avait vraiment une continuité, comme on dit, sur la tradition et une envie de conserver. Même jusqu'à présent, il tenait à ce que nous allions toujours au village. Et même quand on revenait, c'était toujours, est-ce que vous êtes allé à Batouri, est-ce que vous êtes allé en Bang, est-ce que vous avez parlé à grand-mère? Un homme épris de paix, toujours à l'écoute des siens et soutient des couches vulnérables. Alors qu'il était chargé de mission à la présidence, un haut fonctionnaire, il venait me rendre visite dans mon petit studio d'étudiant. Vous voyez, l'homme c'est un cœur d'or. Papa, sur le plan social, c'était vraiment quelqu'un qui aimait les gens, quelqu'un aussi qui avait une grande foi en Dieu et cela se manifestait notamment parce qu'il était ancien d'église, il était très engagé et moi personnellement, il m'encourageait toujours dans les œuvres sociales. À chacun de mes retours ici au Cameroun, par exemple, il m'encourageait à aller faire des dons dans les orphelinats. Nous prenions soin d'un orphelinat en particulier à Omvan. Il y avait quelques orphelins que nous visitions régulièrement là-bas. Et bref, il nous encourageait toujours à penser aux autres et à penser à ceux qui ne sont pas à l'aise et se rappeler que même si dans une certaine mesure nous ne sommes pas dans le besoin en ce moment, il y a d'autres gens qui souffrent. C'était quelqu'un d'une très grande humilité. Je vous dirais que malgré sa stature, les fonctions qu'il a occupées jusqu'à la fin de sa vie, sa grande humilité faisait que, à tous les coups, il me demandait mon avis quand on se voyait sur des sujets de tous ordres, très sensibles aux autres. La dernière récente fois que nous nous sommes rencontrés, c'était quand il partait célébrer le funérailles de sa belle-mère à Batouri. Il m'a appelé parce que moi je suis d'abord son oncle maternel. Il m'a appelé, il m'a fait venir auprès de lui. Il a dit, tu vois, je suis un peu malade. Tu vas donc parler à ma belle famille au nom de ma mère. Il m'a donné donc cette lourde responsabilité de s'adresser à sa belle famille pendant les pourparlers de deuil et de mariage. Et quand nous sommes rentrés, il était vraiment très satisfait de moi. Il m'a embrassé. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il m'appellerait de temps en temps. Je veux mal vivre. Ça, je ne vous le trompe pas. Puisque, avant qu'il ne meure, je me préparais pour aller
le raconter. Il y a les vrais enfants qui vont me soutenir avec les enfants avant que moi je n'ai pas. Oui. Je vais demander à ces enfants de me faire 2 chambres salon comme il m'avait proposé. Un modèle de vie religieuse pour ce fervent chrétien de la paroisse EPC de Djungolo, de Yaoundé, et qui avait réussi à tisser des liens étroits avec les catholiques. Sa disparition laisse un immense vide. C'était un chrétien complet. Il était à la fois protestant et catholique. Il ne se séparait jamais de son chapelet. Et il avait la foi. Et une foi agissante. Il n'avait pas une foi morte. Il avait une foi agissante. Et à ce titre, il a réalisé beaucoup d'œuvres religieuses. À la mort de sa petite sœur Tantine Dorothée, papa me parlait souvent des oiseaux. Il avait l'impression que sa sœur venait lui rendre visite quand les oiseaux se posaient sur le bord de la fenêtre et il avait l'impression que sa sœur lui parlait de cette manière. Et je remarque que maintenant, même quand il est parti, je vois quand même des oiseaux se poser sur le bord de ma fenêtre. Et je me rappelle ce qu'il me disait, que parfois la nature nous parle et nous rappelle la présence de l'être aimé qui est là, même s'il n'est pas là physiquement. La patrie lui sera reconnaissante à travers les nombreuses distinctions honorifiques reçues. Chevalier du mérite camerounais, chevalier, officier puis commandeur de l'Ordre national de la valeur et grand officier de l'Ordre national de la valeur. Né Poussière à Batouri, c'est dans cette ville natale éponyme qu'Emmanuel Bondé retournera Poussière après un séjour terrestre de 78 ans.